Chapitre 9. Le devenir humain. Le communisme n'est pas prisonnier du futur, il surgit au sein même du capitalisme. L'activité que déploient les prolétaires lorsqu'ils nient spontanément et le plus souvent inconsciemment leurs conditions est communiste. Le communisme se présente d'abord, aussi bien comme théorie que comme pratique, comme une anticipation. Dès son origine, il se présente comme une solution plus ou moins réalisable, mais immédiate aux maux du vieux monde. L'utopie n'est pas une scorie à éliminer, elle est au contraire le signe caractéristique du communisme. Nous sommes plus assurés dans la science du futur que dans celle du présent, mais le futur ronge le présent. Le communisme, c'est bien sûr une étape de l'histoire humaine, un nouveau monde. Mais c'est avant tout, non une forme sociale donnée, mais un mouvement privilégié de l'humanisation de l'espèce. Histoire. Sur le plan théorique, le communisme apparaît avec le renouveau des idées de la Renaissance. En 1516, l'anglais Thomas More publie à Louvain son Utopie. En 1602, le dominicain Campanella écrit La Cité du Soleil. Il est alors en prison pour avoir suscité un complot anti-espagnol en Calabre. Il s'agit de décrire un monde où l'argent, la propriété et la division en classes ont disparu et de le poser comme alternative au monde présent. More, Campanella et d'autres, qui penchent pour le communisme, ne sont ni des prolétaires ni même des révoltés. Ce sont plutôt des esprits brillants et d'avant-garde qui flirtent avec les pouvoirs en place ou sont pourchassés pour leur indépendance ou leur non-conformisme. Pourtant, à la même époque, avec la guerre des paysans et Thomas Müntzer, le communisme commence à se matérialiser. Il épouvante les princes, les bourgeois et les réformateurs religieux à la Luther qui s'exclament, ouvrez les guillemets, « Malheureux égarés que vous êtes, c'est la voix de la chair et du sang qui monte à vos oreilles. » Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Il confondait la foi avec l'espérance. N'est-il pas naturel de croire quand on ne possède rien ? Or, ce qui était grave, c'est que la sainte espérance qui les animait, ils entendaient la réaliser non pas dans un autre monde, après la mort, mais bien sur cette terre et le plus tôt possible. Fermez les guillemets. Extrait de la Révolution des Saints, 1520-1536, par Gabriel d'Aubared en 1946. Ouvrez les guillemets. Mais avec les anabaptistes de ce temps-là, ce n'était pas seulement de la religion qu'il s'agissait. Leur doctrine sapait les fondements de tout l'ordre social, propriété, loi, magistrature, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Quant aux maisons particulières, chacun s'en accommoda comme il voulut. Tel se transportait dans un hôtel qui auparavant habitait sous le chaume. Les domestiques des nobles et du clergé s'approprièrent sans scrupule ce qui avait appartenu à leur maître. On pilla le palais épiscopal, les archives, les titres, les privilèges, tous les papiers. De quelle utilité pouvaient être ces bagatelles dans la nouvelle Sion, dont les fondements étaient la liberté évangélique et l'égalité fraternelle ? Fermez les guillemets. Extrait de Jean Bockelson, écrit par Baston en 1824. Ouvrez les guillemets. Trop de personnes ignorent que le communisme est entré déjà comme fait pratique dans le domaine de l'histoire, qu'il a fait ses preuves, qu'il a triomphé pendant quelques années et s'est posé violemment dans quelques provinces il n'y a pas plus de 300 ans. C'étaient les mêmes prétextes qu'à présent, à peu près les mêmes tendances, la mise en œuvre des mêmes procédés d'action, mais avec un puissant moyen de plus, un levier d'une force immense, la forme religieuse et mystique dont s'enveloppaient les puissants révolutionnaires d'alors. Fermez les guillemets. Extrait de Études historiques sur le communisme et les insurrections au XVIe siècle, écrit par Arnoul en 1850. On trouve des traces de la tendance au communisme plus loin dans le temps, avant même le développement du capitalisme. C'est la vieille aspiration pour retrouver l'abondance et la communauté perdue. Les premières tentatives pratiques du communisme moderne s'appuieront elles-mêmes sur les restes de communisme primitif qui auront survécu au développement des sociétés de classe. Le communisme moderne prend son inspiration chez les anciens partisans de la communauté des biens. Platon qui la prônait à la mode aristocratique pour les membres de la classe supérieure, les premiers chrétiens qui mettaient leurs biens en commun selon l'esprit évangélique.
Pourtant, même en s'inspirant et en se rattachant au passé, le communisme moderne innove. Le communisme se pose en adversaire de la société en place et veut s'y substituer. Thomas More consacre la première partie de son ouvrage à dénoncer les malheurs présents et à en découvrir les causes. Il constate les ravages occasionnés par le développement du capital. Le communisme n'est plus un état d'esprit ou une façon de vivre en mettant ses ressources en commun. Il est une solution globale et sociale, un mode d'organisation de la production. Thomas More met en scène un navigateur, Itlodé, qui a visité les îles imaginaires d'Utopie. Itlodé se penche sur notre société. Ouvrez les guillemets. « Mon cher More, dit-il, pour te dire le fond de ma pensée, là où tous mesurent toutes choses d'après l'argent, dans ces pays-là, il est à peu près impossible que la justice et la prospérité règnent dans la chose publique. Cet homme très sage, Platon, avait vu qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin vers le salut public, à savoir l'égalité, qui ne me paraît pas pouvoir être réalisée là où les biens appartiennent aux particuliers. Je suis donc convaincu que les biens ne peuvent être répartis équitablement et raisonnablement, que les affaires des hommes ne peuvent être gérées heureusement si l'on ne supprime totalement la propriété. » Fermez les guillemets. More dénonce les dégâts qu'occasionne le développement de la propriété foncière et du capitalisme terrien qui chasse les paysans pour y mettre des moutons. Ouvrez les guillemets. Vos moutons si doux, si faciles à nourrir de peu de choses, mais qui, à ce qu'on me dit, commencent à être si gourmands et si indomptables qu'ils dévorent même les hommes. Fermez les guillemets. Il dénonce l'impuissance de la politique et la distance qui sépare obligatoirement les bons préceptes de leur application pratique. En utopie, les choses sont différentes. Ouvrez les guillemets. Chaque père de famille vient chercher tout ce dont il a besoin et l'emporte sans paiement, sans compensation d'aucune sorte. Pourquoi refuser quelque chose à quelqu'un puisque tout existe en abondance et que personne ne craint que le voisin demande plus qu'il ne lui faut? Car pourquoi réclamer trop alors que l'on sait que rien ne sera refusé? Ce qui rend avide et rapace, c'est la terreur de manquer. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Partout ailleurs, écrit-il, ceux qui parlent d'intérêt général ne songent qu'à leur intérêt personnel. Tandis que là où l'on ne possède rien en propre, tout le monde s'occupe sérieusement de la chose publique, puisque le bien particulier se confond réellement avec le bien général. En utopie, où tout appartient à tous, personne ne peut manquer de rien, une fois que les greniers publics sont remplis. Car la fortune de l'État n'est jamais injustement distribuée en ce pays. L'on n'y voit ni pauvre ni mendiant, et quoique personne n'ait rien à soi, cependant tout le monde est riche. N'est-elle pas inique et ingrate la société qui prodigue tant de biens à ceux qu'on appelle nobles, à des joailliers, à des oisifs ou à des artisans de luxe qui ne savent que flatter et servir les voluptés frivoles? Quand d'autre part elle n'a ni cœur ni pensée pour le laboureur, le charbonnier, le manœuvre, le charretier, l'ouvrier, sans lesquels il n'existerait pas de société. Dans son cruel égoïsme, elle abuse de la vigueur de leur jeunesse pour tirer d'eux le plus de travail et de profit, et dès qu'ils faiblissent sous le poids de l'âge ou de la maladie, alors qu'ils manquent de tout, elle oublie leurs nombreuses veilles, leurs nombreux et importants services, elle les récompense en les laissant mourir de faim. Fermez les guillemets. More conclut son livre ainsi. Ouvrez les guillemets. Il y a chez les utopiens une foule de choses que je souhaite voir établies dans nos cités. Je le souhaite plus que je ne l'espère. Fermez les guillemets. Et le mot utopie désigne dans la langue courante un rêve irréalisable. Et pourtant, un peu plus d'un siècle après allait se dérouler une expérience remarquablement proche du rêve de More. Il est fort rare qu'un projet social se réalise aussi fidèlement. Le communisme guarani. Le communisme guarani. L'année de la publication de l'Utopie, les Espagnols pénètrent et commencent à conquérir le Paraguay, le pays des Indiens guarani. Le nom de Paraguay désigne au XVIe siècle un territoire plus important que l'actuel Paraguay et la patrie des Guaranis,
ainsi que l'expérience dont nous allons parler se trouvait alors en dehors des limites du Paraguay moderne. Sous l'égide des Jésuites, plusieurs centaines de milliers d'Indiens allaient vivre, cultiver la terre, extraire et forger les métaux, établir des chantiers navals, s'adonner aux arts, sans que l'argent, le salariat et la propriété privée ne se développent. La République des Guaranis allait durer environ un siècle et demi, puis se dégrader avec l'expulsion des Jésuites et les attaques des Espagnols et des Portugais. Cet ensemble constitua à son époque le pays le plus avancé industriellement de l'Amérique latine. Les contemporains allaient s'interroger et se disputer sur la nature et la portée de l'expérience qui nourrira le socialisme européen. Certains y verront une tentative d'avant-garde, d'autres la minimiseront ou la ramèneront à une louche entreprise des Jésuites. Avec le temps, cette affaire fut considérée comme trop jésuitique ou trop communiste pour retenir l'attention. Les documents cités par Clovis Lugon, papiste et stalinophile, permettent de se faire une opinion plus juste. Extrait de La République des Guaranis, aux éditions ouvrières en 1970. Ouvrez les guillemets. Rien ne m'a paru plus beau que l'ordre et la manière dont on pourvoit à la subsistance de tous les habitants de la peuplade. Ceux qui font la récolte sont obligés de transporter tous les grains dans les magasins publics. Il y a des gens établis pour la garde de ces magasins qui tiennent un registre de tout ce qu'ils reçoivent. Au commencement de chaque mois, les officiers qui ont l'administration des grains délivrent aux chefs des quartiers la quantité nécessaire pour toutes les familles de leur district et ceux-ci distribuent aussitôt aux familles, donnant à chacun plus ou moins, selon qu'elle est plus ou moins nombreuse. Fermez les guillemets. Extrait de Voyage aux Indes orientales par Florentin. La plupart des travaux se faisaient en commun et les Indiens ne semblaient pas tentés par la propriété privée. Ils ne gardaient en propre que des poules ou un cheval. Pour les faire évoluer vers la propriété privée, des lots individuels furent distribués, mais le jour où les Indiens devaient s'occuper de ces parcelles, ils restaient, entre guillemets, étendus toute la journée dans leur hamac. Ouvrez les guillemets. Cardiel, qui déplore, comme il a été dit, la persistance du système communiste, fit pour sa part tout le possible afin d'amener les Guaranis à la propriété privée, et d'abord au sens de l'intérêt individuel et du profit, en les encourageant à cultiver sur le lot des produits de valeur en vue de la vente d'un surplus. Il avoue franchement son échec et déclare n'avoir rencontré en tout et pour tout que 3 exemples où des particuliers eussent tiré de leur lot un peu de sucre ou de coton pour la vente. Encore l'un de ces 3 particuliers était-il un mulâtre converti, fermez les guillemets, selon Lagon. Et Cardiel ajoute, ouvrez les guillemets, en 28 ans que je me trouvais parmi eux comme curé ou compagnero, je ne rencontrais pas d'autres exemples entre tant de milliers d'Indiens. Fermez les guillemets. Tous les Indiens participaient obligatoirement aux tâches manuelles et ils n'y passaient qu'un temps limité, le tiers ou la moitié de la journée. Ouvrez les guillemets. Il y a partout des ateliers de doreurs, de peintres, de sculpteurs, d'orfèvres, d'horlogers, de serruriers, de charpentiers, de menuisiers, de tisserands, de fondeurs, en un mot de tous les arts et de tous les métiers qui peuvent leur être utiles. Fermez les guillemets. Selon Charlevoix. Ouvrez les guillemets. On ne trouverait que dans une grande ville d'Europe tant de maîtres d'artisans et d'artistes. Fermez les guillemets. Selon Garèche. Ouvrez les guillemets. Ils font des montres, ils tirent des plans, ils gravent des cartes géographiques. Fermez les guillemets. Selon Sepp. Selon Charlevoix, les Guaranis, ouvrez les guillemets, réussissent comme par instinct dans tous les arts auxquels on les a appliqués. On leur a vu faire les orgues les plus composés sur la seule inspection qu'ils en ont eue, aussi bien que des sphères astronomiques, des tapis à la manière de Turquie, et de ce qu'il y a de plus difficile dans les manufactures. Fermez les guillemets. Et, ouvrez les guillemets, dès que les enfants sont en âge de pouvoir commencer à travailler, on les conduit dans les ateliers et on les fixe dans ceux pour lesquels ils paraissent avoir le plus d'inclination, parce qu'on est persuadé que l'art doit être guidé par la nature. Fermez les guillemets. Les Indiens fabriquaient aussi des cloches, leurs armes à feu, des canons et des munitions. Des imprimeries permettaient de sortir des livres en plusieurs langues
et notamment en Guarani. Les Indiens étaient organisés militairement. Ouvrez les guillemets. Nous pourrions mobiliser immédiatement plus de 30 000 Indiens, tous à cheval. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Aussi bien de tenir un mousquet que de brandir le sabre, de se battre en offensive ou en défensive, tout comme n'importe quels Européens. Fermez les guillemets. Selon Sepp. D'Aguilar, supérieur général de la République, écrivait. Ouvrez les guillemets. Que pourrait-on opposer à 20 000 Indiens qui se sont mesurés avec les meilleures troupes espagnoles et portugaises, devant qui les Mamélus n'osent plus se montrer, qui ont chassé 2 fois les Portugais de la colonie du Saint-Sacrement, et qui depuis tant d'années tiennent en respect toutes les nations infidèles dont ils sont environnés. Fermez les guillemets. Cité par Charlevoix. Selon Charlevoix, il n'y avait, entre guillemets, ni or ni argent que pour décorer les autels. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La population se procurait les denrées sans argent ni pièce quelconque de monnaie. Ces idoles de la cupidité, dit Muratori, leur sont absolument inconnues. La valeur des marchandises s'exprimait en pesos et reaux de façon purement fictive. C'était une manière de fixer la valeur relative des denrées courantes. À part le troc et la monnaie fictive du peso, il existait une monnaie réelle constituée par certaines marchandises d'usage général qui étaient acceptées par chacun en paiement, même sans qu'on en eût besoin ou usage immédiat. Thé, tabac, miel, maïs. Le prix correspondait normalement à la valeur réelle des biens, soit à la somme de travail exigée pour leur production, sans majoration au bénéfice d'intermédiaires inexistants. Le prix relatif d'une marchandise particulière était naturellement influencé par sa rareté ou son abondance. Fermez les guillemets. Selon Lagon. Les transactions de réduction à réduction relevaient de la communauté. Les statistiques indiquant régulièrement le volume des réserves et des besoins en chaque réduction, il était facile de prévoir les échanges. Le curé tenait conseil avec le corregidor et le majordome pour déterminer le genre et le montant des marchandises à importer et à exporter. Fermez les guillemets. Selon Lagon. S'agissait-il de communisme authentique ? Le communisme guarani n'était pas un communisme pur. Il y avait l'esprit calotin des jésuites, le tribut payé à la couronne d'Espagne et la mise à son service des forces militaires guarani, la persistance du troc, etc. Mais nous ne sommes pas à la recherche de la pureté. Ce ne sont pas les jésuites qui ont apporté le communisme au Guarani. Ils l'ont trouvé sur place et ils ont dû s'en accommoder. Certains s'en sont réjouis, le trouvant conforme à l'esprit évangélique, d'autres par goût ou sous les pressions de l'extérieur ont cherché à le réduire. Les jésuites ont permis la greffe de techniques et de savoir occidental sur un indéracinable communisme primitif. Ils ont permis au groupe Guarani de s'unir en un ensemble conséquent. Ce communisme l'était suffisamment pour susciter la méfiance et être attaqué. Les jésuites ont joué un rôle plutôt néfaste, soumis qu'ils étaient à une autorité extérieure à la communauté Guarani, en semant la confusion et la désunion chez les Indiens lorsque les Espagnols et les Portugais attaquèrent les réductions orientales en 1754-1756. Ouvrez les guillemets. Les pères des réductions avaient reçu du général de la compagnie, Ignace Visconti, l'ordre strict de se soumettre à l'inévitable et d'amener les Indiens à l'obéissance. Fermez les guillemets. Selon Lagon. Les Indiens directement menacés se battirent, mais furent finalement écrasés. En 1768, les Jésuites furent expulsés. Les interventions anti-Guarani se prolongèrent et ruinèrent l'expérience. La faiblesse du communisme guarani était qu'au départ, il n'était pas un communisme révolutionnaire et ne s'était pas constitué dans l'affrontement. En 1852, Martin de Moussy écrivait « Ouvrez les guillemets. Ce régime étrange, ce communisme tant critiqué, avec un semblant de raison peut-être, la meilleure preuve qu'il convenait aux Indiens, c'est que les successeurs des Jésuites se virent forcés de le continuer presque jusqu'à l'époque actuelle et que sa destruction, non préparée par des mesures intelligentes et paternelles,
n'a eu d'autre résultat que de jeter les Indiens dans la misère. L'heure qu'il est, leurs derniers héritiers regrettent amèrement ce régime, imparfait sans doute, mais si bien approprié à leurs instincts et à leurs mœurs. Fermez les guillemets. Lugon, qui veut absolument faire des jésuites les importateurs du communisme, écrit encore, ouvrez les guillemets, au lendemain de la destruction de l'Entre Ríos, les rescapés se réorganisèrent sous la direction de 3 caciques assistés d'un conseil, tout à fait selon les traditions reçues des jésuites. La population de cette colonie était évaluée à 10 000 personnes entre 1820 et 1827. La communauté des biens y fut intégralement restaurée. Dans les réductions échues au Paraguay moderne, le régime communiste fut officiellement aboli en 1848 par le dictateur López. Les Guaranis qui subsistaient encore dans cette région furent à ce moment légalement dépouillés de leurs bâtiments et de leurs biens. On les laissa végéter sur des réserves établies à la manière nord-américaine. Fermez les guillemets. La République des Guaranis n'est pas le seul exemple de la rencontre entre le communisme indien et l'Occident. Il y en a eu quelques autres de moindre importance. La République chiquite dans le sud-est de la Bolivie, la République des Moxes au nord de la Bolivie, le groupe des Pampas. Les communistes de Münster ou du Paraguay sont allés plus loin en créant une forme sociale intermédiaire entre le communisme primitif et le communisme supérieur que les communards et les autres prolétaires des temps modernes. Y aurait-il régression avec le temps ? C'est la puissance du capital et la dégradation entraînée au niveau du sens social des individus qui s'est dressée contre le communisme. Il n'y a pas régression, mais un cycle qui s'accomplit et qui verra le communisme ressurgir, mais cette fois-ci au centre du monde capitaliste. Cela est peut-être incompréhensible pour ceux qui voient dans l'histoire un processus linéaire et continu. Il n'y a ni régression, ni anticipation, mais un progrès perpétuel de l'inférieur au supérieur. Mais pourquoi alors l'industrie moderne s'est développée à partir de l'arriération féodale européenne et non à partir des grandes manufactures de tissage inca et non à partir des arts et techniques chinoises? Pourquoi cette industrie n'a pu être introduite qu'à la suite d'une période de décadence? À côté et à la suite de ce communisme à enveloppe religieuse, quoique iconoclaste chez les insurgés allemands ou Campanella qui veut la fin de la famille, va se développer un communisme naturaliste et antireligieux dans le sillage des révolutions bourgeoises. Niveleurs. En Angleterre, après la Révolution de 1648, un courant favorable au communisme se développe au sein du parti des niveleurs. Plusieurs ouvrages communistes apparaissent à cette époque. On y prône l'obligation du travail pour tous et la distribution gratuite des biens. Les contacts avec les sociétés non occidentales nourrissent les réflexions philosophiques. En 1704, Guedeville publie les Dialogues ou entretiens entre un sauvage et le baron de la Houtan. L'Indien serait supérieur à l'Européen parce qu'ignorant la distinction du mien et du tien. En 1755, Morelli publie son Code de la nature. Il y affirme que l'homme n'est ni vicieux ni méchant, il faut rompre avec le désir d'avoir et la propriété. Ouvrez les guillemets. Ôtez la propriété, l'aveugle et l'impitoyable intérêt qui l'accompagne, faites tomber tous les préjugés, les erreurs qui les soutiennent, il n'y a plus de résistance offensive ou défensive chez les hommes, il n'y a plus de passion furieuse, plus d'action féroce, plus de notions, plus d'idées de mal moral. Fermez les guillemets. Malgré sa confiance dans la nature humaine, Morelli en arrive contradictoirement à définir des lois régissant la vie des gens jusqu'à dans les moindres détails. L'habillement, le mariage, le divorce, l'éducation des enfants, la pensée et la rêverie même sont réglés de façon stricte. Le communisme de Morelli influencera notamment le révolutionnaire Gracchus Babeuf qui sera exécuté en 1797 après l'échec de la conjuration des égaux. Il était fondamentalement juste de considérer que le communisme correspond à la nature humaine, qu'il est l'état naturel de l'espèce. Cela non pas parce que l'homme serait spontanément bon ou moral,
non pas parce que les sociétés se succéderaient sans modifier une nature humaine inaltérable. Simplement, les classes, la propriété, l'échange, l'État s'imposent comme des nécessités sociales, donc aussi humaines, mais ils ne sont que des nécessités momentanées correspondant au passage d'une forme sociale communiste à une autre. Le communisme ne s'impose pas. Il surgit sans cesse, même s'il ne peut se développer qu'à certains moments. Nous avons vu qu'une manifestation spontanée et typiquement humaine comme la parole reste communiste, tout au moins au niveau de la forme. Pour la compréhension même, le communisme reste beaucoup plus simple, transparent que le capitalisme, forme sociale dominante. C'est parce qu'il est même aujourd'hui une réalité plus immédiate. Lorsque nous tournons en dérision la richesse bourgeoise fondée sur l'accaparement et exprimée par l'argent, et que nous jouons les naïfs, c'est parce que nous pouvons nous appuyer immédiatement sur une conception communiste de la richesse qui existe à l'état latent. On nous reprochera d'être simplistes ou naïfs. Jusqu'à un certain point, ce sont des vertus que nous cultivons. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient, et pas seulement celui-là. On reproche au communisme non pas d'être incompréhensible et inadmissible, mais d'être naïf, de ne pas tenir compte de la réalité qu'il prétend renverser. On combat le communisme parce que l'on sait qu'il n'est pas si naïf que ça, et que les moyens de sa réussite existent. La théorie est une nécessité. Elle est nécessaire dans un monde où la réalité humaine échappe aux hommes. Mais si la théorie ne sert qu'à compliquer les choses, à renforcer l'écran qui sépare les hommes de leur humanité, alors il vaut mieux s'abstenir. La théorie révolutionnaire n'est pas comme la théorie de la relativité. Elle parle d'une réalité dans laquelle nous baignons. La complexité et l'éloignement qu'elle cherche à réduire dans un mouvement qui de ce fait est lui-même communiste ne sont pas liés à des raisons physiques, mais humaines et humainement modifiables. L'on est tenté ou de se droguer avec de la théorie et ainsi de refuser la vie, ou de refuser la théorie et de se droguer avec du vécu. Le manque à vivre, l'éloignement des mécanismes qui organisent la vie des hommes ne débouche pas sur une volonté de compréhension forcément active, mais sur une recherche effrénée d'images, des possibilités d'identification. Ce qui importe, ce n'est pas de comprendre et de se mettre ainsi dans la possibilité de transformer la réalité, mais de trouver des responsables, des coupables, des fauteurs de guerre et des voleurs de travail. Ce n'est qu'à cause de cette recherche de concret et d'images que le système et ses gestionnaires ont pu concentrer la haine populaire contre tel ou tel groupe social. À ce besoin perverti de vécu, on doit opposer des explications, mais surtout la vie elle-même. On ne guérit pas des drogués avec des paroles. Borelli constate, ouvrez les guillemets, il n'est malheureusement que trop vrai qu'il serait comme impossible de former de nos jours une pareille république. Fermez les guillemets. Les utopistes ne saisissent pas le mouvement qui peut mener au communisme. À cette époque, le prolétariat n'apparaît encore que très peu comme une force autonome. Mais les descriptions utopiques manifestent déjà le besoin historique du communisme et en font une exigence immédiate conformément à sa nature profonde. L'avenir n'est pas un point extérieur à la réalité que nous vivons. Il est cette réalité, il est son dépassement. Le communisme est ici et ailleurs, aujourd'hui et demain, ma subjectivité et le développement objectif des forces productives. L'on ne peut, sans s'égarer, opposer le communisme comme utopie et comme mouvement historique. Un des grands mérites des utopistes est de ne pas avoir nourri d'illusions quant à la possibilité historique de leur projet. C'est plus tard que sont venus des réformateurs communistes comme Cabet et Owen, qui ont essayé de faire entrer leurs idées dans la réalité en créant de petites communautés ou des institutions entre guillemets communistes ou à but communiste. La force de l'utopiste est qu'il ne s'attarde pas à construire une représentation de l'évolution, à déduire ce qui va venir de ce qui est. Il anticipe directement. Il s'attaque radicalement, c'est-à-dire au niveau humain, aux problèmes que soulève et dévoile le capital. Problème que l'humanité sera un jour acculée à traiter. Comme utopie, le communisme s'affirme dans sa discontinuité avec le présent. Il est conçu comme un nouvel équilibre global. À cela, on oppose un déterminisme de pacotille qui ramène l'évolution à un processus continu
où chaque phase est la prolongation ou la production par démoulage de la phase précédente. L'utopiste est ramené à un rêveur ou à un rationaliste mystique. On ne saisit pas sa démarche et sa base de départ comme une partie du mouvement en question. Le communisme est une expression du déploiement permis et ordonné historiquement des capacités de l'espèce humaine. Il est l'état naturel de l'espèce. Mais cette nature est historiquement produite. L'histoire ne fait elle-même qu'ordonner et remâcher les mêmes matériaux sans pourtant faire du surplace ou décrire un cercle fermé. La phase intermédiaire des sociétés de classe, qui tend à nier l'homme en faisant de l'homme un instrument, n'a elle-même été rendue possible et nécessaire que par les caractéristiques propres et inscrites génétiquement de l'espèce. C'est la capacité humaine à s'adapter, mais aussi à subir, à utiliser des outils, mais aussi à être utilisé comme outil qui s'est retourné contre l'humanité. Cette phase, en engendrant le capitalisme et le machinisme, a signé son propre arrêt de mort. Socialisme scientifique. Au XIXe siècle, l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat passe au premier plan. Le communisme va moins tendre à se réclamer de la raison ou de la philosophie en général. Il veut s'insérer et transformer pratiquement la réalité. La première tendance qui surgit est celle qui veut commencer à créer des îlots communistes et à s'étendre par l'exemple, éventuellement avec l'accord des puissants de ce monde. La deuxième tendance est celle du communisme révolutionnaire et insurrectionnel. En France, elle sera associée notamment au nom de Blanqui. Ouvrez les guillemets. Le communisme, qui est la révolution même, doit se garder des allures de l'utopie et ne se séparer jamais de la politique. Il en était dehors naguère. Il s'y trouve en plein cœur aujourd'hui. Elle n'est plus que sa servante. Le jour où le bâillon sortira de la bouche du travail, ce sera pour entrer dans celle du capital. Fermez les guillemets. Blanqui voit le communisme déjà à l'œuvre, quoique d'une façon un peu trop généreuse à notre avis dans le monde capitaliste. Ouvrez les guillemets. L'impôt, le gouvernement lui-même, sont du communisme, de la pire espèce à coup sûr, et cependant d'une nécessité absolue. L'association au service du capital devient un fléau tel qu'il ne sera pas longtemps supporté. C'est le privilège de ce glorieux principe de ne pouvoir faire que le bien. Fermez les guillemets. Extrait de Le communisme à venir de la société, écrit en 1869. Le communisme, en se liant ouvertement au combat du prolétariat, fait un pas décisif. Mais il se pervertit aussi. Il cesse progressivement d'être une exigence immédiate. Il devient un projet, une mission, un stade historique coupé du présent. Vidé de son contenu pour les niveleurs et les partageux, il va pouvoir devenir au XXe siècle un habit pour le capital. Le « socialisme scientifique » a été une façon de rationaliser l'éloignement historique du communisme. Au XIXe siècle, la classe ouvrière peut agir de façon autonome, mais le communisme n'est pas possible. En proposant des biais politiques et des phases de transition, Breil, Marx ou Blanqui ont permis toutes les récupérations. Ce qui manque au célèbre manifeste communiste, c'est précisément le communisme. On y trouve une apologie de la bourgeoisie, une analyse des luttes de classe, des mesures de transition. Le communisme, on en parle peu et plutôt mal. Le manifeste a été rédigé pour la Ligue des Justes, devenue Ligue des communistes. Avant l'arrivée de Marx et d'Engels, la doctrine de cette association d'artisans et d'ouvriers allemands en immigration était plutôt fumeuse. Weitling, son fondateur et théoricien, était du genre mystique. Marx et Engels font accomplir un progrès incontestable, mais provoquent un recul par rapport à une affirmation naïve, mais plus positive et même plus juste du communisme. En juin 1847, le Congrès de la Ligue définit dans l'article 1 des statuts ses intentions. Ouvrez les guillemets. La Ligue a pour but la suppression de l'esclavage des hommes par la diffusion de la théorie de la communauté des biens et, dès que possible, par son application pratique. Fermez les guillemets. En novembre 1846, février 1847,
Le comité directeur écrit aux sections. Ouvrez les guillemets. Vous savez que le communisme est un système selon lequel la terre doit être le bien commun de tous les hommes, selon lequel chacun doit travailler, produire selon ses capacités et jouir, consommer selon ses forces. Fermez les guillemets. L'article 1 des nouveaux statuts, rédigé par Marx et Engels, met l'accent sur les problèmes de pouvoir et de domination et définit le communisme négativement. Ouvrez les guillemets. Le but de la Ligue est la chute de la bourgeoisie, la domination du prolétariat, la suppression de l'ancienne société bourgeoise reposant sur les antagonismes de classe et la fondation d'une nouvelle société sans classe et sans propriété privée. Fermez les guillemets. Dans Cris de détresse de la jeunesse allemande, écrit en 1841, Wettling définit ainsi son communisme chrétien. Ouvrez les guillemets. Le problème que le Christ s'était posé était la fondation d'un empire sur toute la terre, la liberté pour toutes les nations, la communauté des biens et du travail pour tous ceux qui professent l'empire de Dieu. Et voilà précisément ce que les communistes d'aujourd'hui ont adopté de nouveau. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Il y a des communistes qui sont tels sans le savoir. L'agriculteur laborieux qui partage son morceau de pain avec l'ouvrier affamé est communiste. L'artisan laborieux qui ne rançonne pas ses ouvriers et qui les paie en proportion du produit de leur travail commun est communiste. L'homme riche qui emploie son superflu pour le bien de l'humanité souffrante est communiste. Fermez les guillemets. Communisme et charité sont pratiquement confondus. Marx allait réagir avec raison et vigueur contre cette bouillie. Mais dans le manifeste communiste, les communistes ne sont plus définis par leur communisme. Ils sont simplement les plus résolus des prolétaires et ceux qui ont l'avantage d'une intelligence claire de la marche du mouvement prolétarien, les possesseurs de la théorie. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, et cela malgré les colères de Marx contre la social-démocratie, notamment avant le congrès de Gotha en 1875, le communisme s'est vidé de son contenu véritable. Et il ne gardera sa signification profonde que pour une poignée d'anarchistes. En 1891, Paul Reclus, pour justifier la « reprise individuelle », c'est-à-dire le vol, donne dans La Révolte cette courte et bonne définition du communisme. Ouvrez les guillemets. L'activité de la vie que nous rêvons est également éloignée de ce qu'on nomme aujourd'hui le travail et de ce qu'on nomme le vol. On prendra sans demander et cela ne sera pas le vol. On emploiera ses facultés et son activité et cela ne sera pas le travail. Fermez les guillemets. Avec la vague révolutionnaire qui suit la Première Guerre mondiale et dans le sillage de la Révolution russe, des tendances marxistes et communistes réapparaissent. Il y a des brides de communisme chez les bolcheviks, brides qui vont rapidement se pervertir et disparaître avec le recul de la Révolution mondiale et l'engluement dans les problèmes russes. C'est avec raison que l'on a dénoncé le rôle contre-révolutionnaire très précoce des bolcheviks. C'est avec raison que l'on a montré le caractère bourgeois de l'œuvre théorique et pratique de Lénine. Mais il est idiot de vouloir rejeter sur les bolcheviks la responsabilité de l'échec de la révolution ouvrière en Russie. Les bolcheviks sont plutôt un cas précis d'exemple où une poignée d'hommes est arrivée à infléchir le cours de l'histoire à l'extrême des possibilités révolutionnaires. Leurs adversaires, même de gauche, n'ont eu généralement à opposer que des perspectives humanistes et démocratiques. Le contraste est frappant entre l'ampleur de la vague révolutionnaire et la faiblesse de l'affirmation communiste. En Allemagne et en Hollande, notamment les « gauches », dénoncent dans le régime russe un capitalisme d'État. À cela, ils opposent un communisme fondé sur la gestion ouvrière. On leur doit d'avoir mis l'accent sur l'action autonome des masses et les conseils ouvriers. Avec le reflux de la Révolution, ce courant, exprimé notamment par le KAPD, se fragmente en secte infime alors qu'il avait regroupé des centaines de milliers de travailleurs. Ce gestionnarisme ouvrier sera utilisé aussi par les anarchistes et les anarcho-syndicalistes. Le communisme est ramené à l'auto-organisation des producteurs. C'est en Italie que la gauche de Bordiga, qui domine à sa fondation le PCI, restaure le mieux la doctrine communiste. Elle se dresse contre la participation aux élections, refuse les fronts communs avec la social-démocratie,
critique l'illusion démocratique. Elle met en avant l'abolition du salariat et de l'économie mercantile. Notamment après la Deuxième Guerre mondiale, Bordiga développera son analyse de la contre-révolution capitaliste en Russie et sa conception du communisme. On ne construit pas le communisme, on détruit le mercantilisme. Malgré sa profondeur, le bordiguisme n'arrive pas à se dégager de sa gangue léniniste. Son radicalisme et sa perspicacité se perdent dans les pires impasses. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est que très progressivement que le communisme théorique renaît. La prospérité et la bonne santé du capital ne l'aident pas. Après avoir ressassé, plutôt mal d'ailleurs, son passé, il tente de le dépasser. Il se développe au fur et à mesure que la crise sociale puis économique du capital recommence à devenir visible. Après avoir repris la critique des pays de l'Est et de la bureaucratie, les situationnistes élaborent une théorie de la société moderne fondée sur la marchandise et le spectacle. Ils dénoncent la misère moderne. Si pertinente que puisse être souvent leur analyse, elle reste à la surface des choses, prisonnière dans son style et son contenu de l'effet de spectacle qu'elle dénonce et qu'elle reflète. Les situationnistes produisent une brillante et corrosive critique sociale, mais non une théorie du capital, de la machinerie qui soutient le spectacle et de la révolution. Ils n'abordent pas la question de la communisation autrement qu'en applaudissant à la négation immédiate de la marchandise, pillage ou incendie, ou en sombrant dans le conseillisme, pour le pouvoir absolu des conseils ouvriers auxquels tout est suspendu. Ennemis farouches du bolchevisme, ils font comme lui de la révolution une question d'organisation. La doctrine communiste doit se centrer sur la description du futur et surtout du processus de communisation. C'est là-dessus qu'il faut débattre, s'unir ou au contraire se diviser. Il ne s'agit pas de fuir le présent, mais de le vivre et de le juger à la lumière du futur. Le communisme est actuel et l'on peut opposer immédiatement ses perspectives à la glu capitaliste. La contestation, si elle ne débouche pas sur des perspectives positives et montre ainsi son manque de profondeur, devient un moyen de patauger dans la misère sous prétexte de la dénoncer. À la suite des clowns et des chansonniers, les idéologues en arrivent à se nourrir de la décomposition même du système. Si on peut tout pardonner à ceux qui font rire, on ne peut rien leur pardonner. Ultime façon de masquer les possibilités gigantesques et inexplorées qui s'ouvrent à l'humanité. Ultime façon d'éteindre l'espoir au cœur des opprimés. Au fil du temps, l'idée et la lutte communiste ressurgissent sans cesse. Elles ne transforment pourtant au fur et à mesure qu'en récupérant. Le capitalisme force au dépassement. Aujourd'hui que le capitalisme a généralisé la propriété publique et le travail concentrationnaire, le communisme est au-delà de l'opposition entre l'appropriation individuelle et collective. Tout ne repose plus sur la question de la propriété. Le communisme n'a plus à osciller entre un naturalisme asocial et un moralisme ou réglementarisme exaspéré. L'étape marxiste ne doit pas non plus être épargnée. Le communisme fut considéré comme un mode de production succédant au capitalisme. Il est à la fois plus et autre chose qu'une forme sociale. Il est le mouvement présent au sein du capitalisme qui le refoule, par lequel l'activité humaine brise ses entraves et s'épanouit enfin. L'activité communiste. Le communisme est d'abord activité. D'abord parce qu'il surgit au sein du capitalisme avant de pouvoir le renverser. D'abord parce que dans le monde communiste, l'activité humaine et les fonctions vitales ne sont pas prisonnières des formes sociales engendrées. L'organisation des tâches n'a plus à se geler en des institutions. Le communisme jaillit positivement au sein du capitalisme, mais il s'affirme comme revers de la négation. Le communisme comme activité est à la fois négation et anticipation. Il n'y a pas deux moments successifs. Plus l'activité se dresse contre le capital, plus elle tend à dessiner le communisme, et vice-versa. Il ne s'agit donc absolument pas de construire des îlots de communisme au sein du capitalisme. Si l'activité tend à construire, elle se détruit du point de vue communiste. Il n'y a pas de besoins communistes qui réclameraient leur satisfaction par-delà le système. Même s'il y a du communisme sous les besoins,
Lorsqu'ils apparaissent, ils ne peuvent se dissocier de leur possibilité de réalisation, même imaginaire, dans le système. L'incapacité du capitalisme à satisfaire les désirs débouche sur son dépassement et le dépassement des désirs qu'il permet. Nous ne voyons pas non plus du communisme comme Wetling dans le sens moral ou avec Blanqui dans la montée du glorieux principe de l'association. Si c'est du communisme négatif, à ne pas confondre avec du mauvais communisme. C'est la montée du mouvement de dépossession capitaliste. Déposséder des instruments de production, privés de pouvoir sur leur travail, séparés les uns des autres, mais confrontés et animant une énorme puissance productive rassemblée en grande masse, les prolétaires voient le communisme inscrit négativement dans leur situation. Ils n'ont pas, même s'ils sont propriétaires de leur caisse à outils, d'intérêt particulier à défendre. Leur dénuement fait face à la puissance et à la richesse sociale qu'ils animent. Voilà ce qui fait du prolétariat la classe du communisme. Les prolétaires ne peuvent se réapproprier par morceaux les moyens de production. Il leur faut les mettre en commun. Mais ce qui est fondamental, ce n'est pas tant, même si les choses sont indissociablement liées, le mouvement de réappropriation et de mise en commun des biens que l'activité nouvelle qui se développe, la réappropriation de la vie, la naissance de nouveaux rapports, le renversement de la relation de domination entre les hommes et les objets. Certes, le communisme, la communauté humaine, est un stade du développement historique, un mode de production donné. Les antagonismes qui opposaient les groupes et les intérêts humains disparaissent. Mais on ne peut comprendre le communisme si l'on en fait un but ou un mouvement finalisé, détaché de l'activité qui le produit. En soumettant l'activité au but, les moyens aux fins, on ne fait que projeter sur l'histoire la domination du capital marchandise sur l'activité humaine qu'elle emprisonne dans la forme travail. Le but, le résultat, la forme sociale communiste doivent être considérés comme une nécessité de l'activité cherchant à assurer et à reproduire ses conditions d'existence. La communauté est dans la société à venir, l'unification de la planète, la fin de la division de l'économie en entreprises, dans une solution globale et sociale. Mais ceux qui ne la voient pas à l'œuvre dans l'activité spontanée des prolétaires, dans la négation immédiate et particulière des racismes et des mensonges, ne peuvent rien y comprendre. La relation entre l'activité immédiate et le monde à venir est centrale. L'universalité du communisme est contenue dans la particularité des situations. Si l'universalité peut jaillir du particulier, c'est parce que ce particulier est lui-même le produit de la logique universelle, unifiant et privative du capital. Ceux qui ne saisissent pas le lien sont obligés de faire appel à un faux universel, le parti prolétarien, l'État prolétarien, ou même le prolétariat, mais en tant qu'abstraction ou que représentation. Ce faux universel est lui-même considéré comme recelant le principe actif face à une pâte sociale inerte. L'instrument est son objet. L'esprit transformant ou chevauchant la matière. La conscience communiste ne se généralise que lorsque la société est ébranlée dans ses fondements. Mais dans la vie qui ressurgit, tout est déjà là, y compris la conscience qui cesse d'être le reflet passif de représentations et de situations gelées. La conscience idéologique se transforme en conscience pratique. En cela, elle est déjà communiste. Plus la lutte s'approfondit, plus ceux qui y participent se trouvent nettoyés des préjugés et mesquineries qui les habitaient. Leur conscience se dénoue et c'est un regard neuf et étonné qu'ils posent sur la réalité et l'existence qu'ils mènent. Cette présence du communisme n'est pas le monopole de la lutte au sens étroit du terme. Un heurt net est déclaré entre travail et capital. Elle se manifeste à travers toute la vie sociale et souvent déserte de ces luttes ritualisées, figées et ennuyeuses qui n'en sont plus. La communauté humaine véritable implique toujours une contradiction avec le capital. Elle tend à devenir lutte ouverte ou se voit détruite et récupérée pour devenir une image à coller sur la réalité. L'emprise croissante du capital sur la vie refoule de plus en plus, rend impossible toute humanité, tout amour, toute création et recherche véritable. Les hommes deviennent des carcasses vides qui déambulent sans vie au rythme du capital. La révolte,
La réaction doit prendre alors un caractère de plus en plus humain. Cette humanité contradictoire au capital, phase précise du devenir de l'espèce, nous l'appelons communiste. Cette étiquette reste nécessaire tant que ce devenir humain ne peut prétendre représenter et embrasser toutes les manifestations humaines, puisqu'elle reste antagoniste au capital. Le communisme est possible parce que le capital ne peut transformer les hommes en robots. Même s'il robotise leur existence, il ne peut se passer de leur humanité. L'activité la plus intégrée et la plus servile se nourrit de participation, de création, de communication, d'initiative, même si elles ne peuvent s'épanouir. Le besoin et l'attente du salaire ne suffit pas à faire fonctionner l'ouvrier. Il lui faut d'autres motivations, il faut qu'il y mette du sien. La forme travail ne peut pas évacuer le caractère générique, humain de l'activité du travailleur. Nous avons vu dans le chapitre 4 que sous les séparations, la vie se perpétue et maintient son unité. Il est impossible de dissocier complètement la production, l'éducation et l'expérimentation. La production, le travail le plus stupide, exige une certaine adaptation du travailleur et la capacité de faire face à une situation non programmée. De même, l'éducation la plus abstraite doit se concrétiser à travers certains entre guillemets produits, ne serait-ce qu'une copie d'examen. Les nécessités du contrôle fait de l'extérieur retombent sur la production. Le système de la production s'effondrerait si les travailleurs ne pouvaient plus expérimenter, s'entraider, se conseiller. L'organisation hiérarchique du travail ne peut survivre que si ses règles sont bafouées en permanence. Elle impose un cadre indépassable à ces illégalités et à l'activité spontanée des travailleurs pour les empêcher de se développer et de devenir réellement dangereuses et subversives. Lorsqu'une brèche s'ouvre ou qu'un conflit éclate, cette activité tend à devenir autonome et à développer sa propre logique. En luttant, le prolétaire se nie immédiatement en tant que salarié, en tant qu'esclave, en tant que robot. Si limitée que puisse être la réapparition de la vie et de l'action, l'oppression capitaliste y est déjà mise en cause dans ses fondements. Le prolétaire qui n'était plus qu'un rouage recommence à choisir, à s'engager, à prendre des risques. Il retrouve le contrôle de ses gestes. Ses yeux s'ouvrent, son intelligence se dégèle. Le sérieux oppressant, la grisaille qui enserre les hommes dans les bagnes du salariat et l'univers policé et mercantilisé s'effondre. Tout redevient possible. La révolte comme recherche de plaisir et d'efficacité se trouve déjà au-delà du travail. Son salaire se trouve directement dans la joie qu'elle éveille et les résultats qu'elle procure. L'activité sauvage du prolétariat se voit réprimée dès qu'elle dépasse un certain seuil. Plus couramment, elle est récupérée et digérée à l'état mort-né. Ainsi, non seulement le communisme est le produit du capitalisme, mais le capitalisme est le produit du communisme. Si nous insistons sur ce communisme latent ou balbutiant, ce n'est pas pour le fétichiser. Il ne peut être lui-même qu'en se dépassant et en s'arrachant à l'orbite capitaliste. Lui reconnaître de l'importance, ce n'est nullement s'agenouiller devant une spontanéité qui refuserait de s'organiser, de se discipliner et de devenir offensive. Le capital récupère conformément à sa nature profonde. Par essence, il est un vampire. Il convient donc de ne pas s'étonner devant tel ou tel aspect plus spectaculaire. Les luttes ouvrières, malgré l'opposition qu'elles ont suscitée, ont servi au système à se transformer et à réaliser ses virtualités tout en restant toujours lui-même. Les luttes salariales et politiques, ou à débouché salarial et politique, ont secoué le système et lui ont permis de se moderniser. La lutte arrive à être stérilisée à la base. La grève, la manifestation, l'occupation d'usines tendent au baratin. On ne cherche plus à blesser le capital, mais à le prévenir d'un malaise, à exprimer un mécontentement. Au summum de l'aliénation, la grève n'apparaît même plus comme un moyen de pression, mais comme un sacrifice pour ceux qui débrayent. On prouve par l'importance de son sacrifice la gravité de sa protestation. La guerre sociale est remplacée par la parade. Activité et programme. Le point de vue de l'activité est celui du communisme. Il ne s'agit pas de nier la nécessité pour l'activité de s'incarner, de s'objectiver et de s'appuyer sur ce qu'elle engendre et transforme.
Au contraire, le capital ne considère l'activité que du point de vue de la chose produite. Voilà pourquoi il assimile contre toute évidence le travail et l'activité spécifiquement humaine. L'activité ne peut être prise au sérieux que au vu de son apport immédiat et positif. Positif selon le capital. Cette volonté de ne considérer que l'impact immédiat cache le caractère d'anticipation de la lutte ouvrière. Ouvrez les guillemets. Au lieu de regarder ce que font les ouvriers, les idéologues bourgeois essaient d'imaginer ce que les ouvriers voudraient obtenir. On ne voit dans l'activité prolétarienne au plus qu'un facteur de perturbation ou de modernisation du système, jamais l'esquisse de son dépassement. Fermez les guillemets. Cette activité n'est pas prise au sérieux puisqu'elle ne produit pas. Elle serait purement destructrice et négative. Comment peut-on songer qu'elle puisse animer un monde nouveau ? En réalité, le caractère négatif de l'activité communiste est déterminé par les opportunités immédiates et le contexte capitaliste. Elle n'est négative que du point de vue du capital et non de celui qui la met en branle. Ouvrez les guillemets. Il ne faut pas se leurrer sur le caractère destructeur que revêt l'activité communiste telle qu'elle sort des flancs du capitalisme. Elle est déjà productrice d'usage. Le sabotage détruit de la valeur marchande en s'attaquant à l'usage que l'on peut faire d'une marchandise, mais il produit une valeur d'usage pour l'ouvrier puisqu'il permet de gagner du temps libre, de faire pression sur le patron. Fermez les guillemets. Lordstown 72. Ce caractère destructeur s'évanouit même quand l'ouvrier produit pour son propre compte sur le dos de son entreprise. En faisant de l'activité prolétarienne révolutionnaire le pivot de notre doctrine, nous pouvons saisir l'identité et la discontinuité entre la révolte contre la capitale et le monde à venir. Nous voyons l'unité contradictoire du travail et de l'activité communiste. Nous pouvons affirmer que le communisme est d'abord une transformation radicale de l'activité humaine avant d'être une modification des formes sociales. Cela nous permet de réviser les conceptions traditionnelles sur l'évaluation des coûts dans le monde communiste. Dans ses écrits de jeunesse, Marx arrive à concevoir le communisme non seulement comme mouvement, mais aussi comme activité. Malheureusement, à mesure qu'il développe sa conception du développement historique, ce point de vue s'estompe comme point de vue unitaire. Marx devient le théoricien communiste du capitalisme. Dans les deux sens de l'expression. Côté pile, il analyse le capitalisme du point de vue de sa négation. Côté face, il est prisonnier du capitalisme. Évidemment, Marx prend en considération l'activité humaine comme activité révolutionnaire et comme activité productrice, mais séparément. À propos de la révolution de 1848, il montre que l'activité prolétarienne se nourrit de sa situation de classe et développe une logique propre. Dans ses œuvres économiques, il fait du travail la base et la mesure de la valeur. Mais déduisant l'activité productrice du produit, il retombe sur l'assimilation entre activité productrice humaine et travail. Il ne voit pas dans l'activité du prolétariat révolutionnaire un au-delà du travail. Si tout est dans l'activité immédiate du prolétariat, pourquoi s'occuper encore de théorie, d'organisation ? Pourquoi chercher à reformuler un programme ? Tout n'est pas dans l'activité immédiate du prolétariat, même s'il faut tout y relier, tout mettre en perspective et en résonance. L'activité immédiate n'est communiste que par sa capacité à se dépasser. Le programme communiste est une nécessité, même s'il se trouve séparé pour le moment de l'ensemble du prolétariat. Il n'est pas extérieur à son mouvement, il est une anticipation, un guide. Sa vérité réside dans sa capacité à être dissous, c'est-à-dire réalisé par la classe. Il n'est que le programme de l'activité prolétarienne.